L'Ukraine a changé de stratégie, frappant la Russie là où ça fait le plus mal, au lieu d'un combat frontal. Aïe, en plein dans les raffineries. Le gouvernement russe a annoncé mercredi qu'une interdiction temporaire des exportations d'essence serait désormais prolongée jusqu'au 31 octobre. La Russie fait face à des pénuries d'essence dans diverses régions. Les drones kamikazes ukrainiens frappent au cœur du pétro-État de Poutine. Alors que la guerre approche de sa 5e année, l'Ukraine mise tout sur une nouvelle stratégie. Frappe précise sur dépôts de carburant, raffineries et centres énergétiques. Résultat, des milliards de pertes pour le Kremlin et une hémorragie qui paralyse peu à peu la machine de guerre de Poutine. Ce n'est plus seulement une bataille de puissance de feu, c'est une guerre économique. Avec l'économie russe sous pression, Zelensky pourrait avoir trouvé le levier qui forcera Poutine à négocier. Pour commencer, il faut comprendre que l'énergie n'est pas seulement importante pour Moscou, c'est ce qui fait fonctionner tout le système. Le pétrole et le gaz constituent 30 à 50% du budget gouvernemental ces dernières années. La Russie utilise cet argent pour faire la guerre, payer ses soldats, diffuser de la propagande et financer les subventions qui maintiennent les Russes calmes et nourris. Mais en 2025, cette base commence à s'effriter. Les revenus du pétrole et du gaz ont baissé de 19% en 7 mois, passant de 552 000 milliards de roubles, environ 69 milliards de dollars. Quand l'argent vient à manquer, l'armée ralentit, les services publics se réduisent, et l'illusion de la stabilité intérieure commence à vaciller. Ce n'est pas un simple revers, c'est un gros problème. Pourquoi ? L'influence mondiale de la Russie s'est surtout bâtie sur les pipelines, bien plus que sur les chars ou les traités. Quand l'Ukraine a résisté en 2006 et 2009, Moscou a répondu en coupant le gaz, plongeant les foyers dans le froid. Ce n'était pas une négociation, mais une punition. Même l'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie ont parfois été prises dans la toile et forcées de se plier. Un simple tour de vanne pouvait faire grimper les prix ou stopper l'approvisionnement du jour au lendemain. L'Ukraine inverse désormais cette stratégie en frappant toutes ses infrastructures énergétiques. Les outils d'intimidation de la Russie sont démantelés un à un. Ce n'est pas que des représailles, c'est stratégique. L'Ukraine cible les forces qui confèrent à la Russie son pouvoir, révélant la faiblesse d'un empire bâti sur la domination des énergies fossiles. Ce qui était autrefois une source de force est maintenant une vulnérabilité croissante. Et plus cette pression se poursuit, plus il devient difficile pour la Russie de projeter sa puissance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. Alors, comment l'Ukraine y parvient-elle ? Vous voyez ? Le système énergétique de l'Ukraine fait face à des attaques incessantes depuis l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022, avec une intensification des frappes depuis le printemps 2024. Fin 2023, près de la moitié de la capacité électrique ukrainienne était occupée, détruite ou endommagée, avec de fortes atteintes aux sous-stations. La prise de contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia à elle seule a retiré 6 gigawatts du réseau entre mars et mai 2024. 9 gigawatts ont été perdus, surtout des centrales thermiques, hydroélectriques, petites unités solaires et sous-stations critiques. Début été, l'Ukraine ne fonctionnait plus qu'à un tiers de sa capacité d'avant-guerre. Des villes entières ont été plongées dans l'obscurité, et des familles ont passé des nuits glaciales sans chauffage ni lumière. Cependant, à mesure que la guerre s'éternisait, l'Ukraine s'est adaptée. Elle n'a pas seulement reconstruit, elle a repensé le champ de bataille, choisissant également de cibler l'économie énergétique de la Russie. Plutôt que rivaliser avec la puissance de feu russe, l'Ukraine a misé sur la précision. Elle cible désormais raffineries, dépôts de carburant et terminaux d'exportation. Ce n'étaient pas juste des sites industriels, mais des artères de la machine de guerre russe qu'elle a réussi à couper. Aujourd'hui, en 2025, Kiev a transformé cette tactique en une véritable campagne. Les rapports indiquent qu'environ 17% de la capacité de raffinage de la Russie, soit environ 11 millions de barils par jour, a été mise hors service. Ce n'est pas une simple égratignure symbolique, c'est une blessure stratégique. Le mois d'août de cette année, en particulier, a marqué un tournant. La raffinerie de Krasnodar, dans le sud de la Russie, a pris feu après une attaque de drones, provoquant l'arrêt immédiat de ses opérations. Peu après, la raffinerie Saïzaron à Samara a été frappée et un incendie visible de loin s'est déclaré. L'usine Koubatchev, également à Samara, a subi des dégâts similaires, avec des centaines de millions perdus en une seule nuit. Et ce n'étaient pas de petites usines, c'étaient des installations essentielles. La raffinerie de Ryazan à elle seule traite près de 5% de la production totale de la Russie.
Après sa mise hors service, les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées, le carburant n'a pas été réacheminé, et la panique s'est propagée. Le pire, c'est que les frappes ont dépassé la frontière russe, l'Ukraine a frappé en profondeur. Je parle de régions comme Volgorod, Nijni Novgorod et Novochakhtinsk. Des villes autrefois sûres sont soudainement devenues vulnérables. L'Ukraine a mené plus de 60 attaques contre plus de 24 raffineries pendant cette guerre. Ces attaques ciblées deviennent de plus en plus précises, transformant la vaste géographie de la Russie, autrefois un atout stratégique, en un handicap. Grâce à drones et missiles avancés, l'Ukraine a mené la guerre vers une usure économique, au-delà du conflit conventionnel. Chaque raffinerie ou terminal perturbé fait saigner. Capacité de la Russie à financer sa guerre, soutenir ses industries et maintenir son influence à l'étranger. L'Ukraine prouve qu'elle n'a pas à égaler la Russie, mais à frapper là où c'est le plus douloureux, ce qu'elle fait. En conséquence, le secteur énergétique de la Russie est soumis à une pression sérieuse. Les raffineries endommagées par les frappes de drones ne sont pas faciles à réparer. Ces installations traitent des millions de tonnes de pétrole par an. Et à l'arrêt, les pertes s'accumulent vite. Pour aggraver les choses, comme il s'agit de pétrole et de gaz, les incendies mettent des jours à être maîtrisés, et les réparations s'étendent sur des mois. Avec ces raffineries à l'arrêt, la Russie doit exporter plus de pétrole brut au lieu de produits raffinés comme l'essence ou le kérosène. Ce changement réduit fortement les profits, car le pétrole brut se vend moins cher et les marges baissent. C'est comme vendre du grain brut plutôt que de la farine. Au final, la valeur et le rendement sont moindres. Ces grèves laissent des cicatrices économiques et nuisent aussi à l'environnement. Lorsque des drones frappent des raffineries, d'énormes incendies se déclarent, projetant une épaisse fumée noire dans l'air pendant des jours. À Samada et Krasnodar, des habitants ont signalé des problèmes respiratoires, dus aux fumées toxiques. Avec des polluants comme le dioxyde de soufre et les particules fines touchant villes et terres agricoles. Les rivières et sols contaminés par des fuites de pétrole et produits chimiques compliquent la reprise des communautés après l'extinction des flammes. Des rapports datant du mois d'août montrent que certaines frappes ont provoqué de petites marées noires, qui ont affecté la faune locale et les sources d'eau, ajoutant des coûts de nettoyage qui s'élèvent à plusieurs millions. Ce n'est pas un problème mineur, c'est lié à la pression sur la Russie. Réparer les dégâts environnementaux mobilise des ressources, telles que spécialistes ou équipements, au détriment de l'effort de guerre. Pour les Russes ordinaires vivant à proximité, c'est un rappel constant de la guerre, érodant le soutien bien au-delà des réservoirs d'essence vides. Les effets de cette nouvelle stratégie ukrainienne pénètrent désormais profondément dans la vie russe, non seulement à travers les explosions, mais aussi à travers ce que ces explosions déclenchent. Les pénuries de carburant en Russie deviennent très problématiques, au-delà de la simple gêne. Partout, villes et villages, les stations-service sont à sec. En Crimée et en Extrême-Orient, les automobilistes patientent des heures pour trouver des pompes vides ou rationnées. Certaines stations sont fermées, d'autres n'acceptent que les détenteurs de coupons ou cartes spéciales. Cela ne concerne pas que les voitures. Les agriculteurs ne peuvent pas utiliser leurs tracteurs, et les routiers ont des camions à moitié pleins. Quand les camions s'arrêtent, tout s'arrête. Nourriture, fourniture, matériaux de construction. Le système se grippe. Avec la pénurie de carburant généralisée, les prix ont nettement augmenté. Le diesel et l'essence augmentent vite. Certaines régions ont vu une hausse de 50% depuis le début de l'année. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est un coût direct pour tous ceux qui dépendent du carburant pour travailler, surtout dans les zones rurales où il n'y a pas d'alternative. En économie, quand le carburant augmente, tout suit. Cela signifie que les courses, les outils, le transport, pratiquement tout voit ses prix grimper partout. L'inflation n'est plus une menace distante, elle se propage déjà et bouleverse la vie civile. Et ce n'est pas seulement les civils, l'armée russe subit aussi la pression. Chars, camions, avions. Ils utilisent que tous du carburant. Quand les raffineries tombent en panne, la chaîne d'approvisionnement se fragilise. En août, les pénuries de carburant ont retardé les forces russes dans le Donbass et forcé le rationnement dans certaines bases aériennes, réduisant les vols. Entraînements annulés, logistique ralentie. La Russie a importé du carburant de Biélorussie et du Kazakhstan, surprenant pour un pays réputé indépendant énergétiquement. Ces importations ne sont pas bon marché et ne résolvent pas le problème de fond. Chaque frappe de drone sur une raffinerie rend plus difficile le maintien de la machine de guerre en marche. Face à ces revers croissants, la Russie ne reste pas silencieuse, elle riposte en retour. Un signe de cela est qu'en août dernier, elle a lancé plus de 500 drones et 45 missiles en une seule nuit, visant le réseau électrique ukrainien. Des milliers de personnes ont été privées d'électricité, certaines zones touchées plusieurs jours. Ces attaques visent à avertir. Si l'Ukraine cible les raffineries, la Russie ciblera les infrastructures.
La Russie investit beaucoup dans la défense de ses sites énergétiques. Plus de systèmes de défense, batteries S-400 patrouille et surveillance renforcée autour des raffineries. Cependant, ces systèmes sont coûteux et leur déploiement sur des centaines de sites est un vrai casse-tête logistique. Lorsque vous prenez en compte le fait que les drones ukrainiens sont agiles, vous comprenez pourquoi, même avec toutes ces défenses supplémentaires, la Russie a du mal à suivre. Pour limiter les dégâts, la Russie adapte sa stratégie d'exportation en augmentant ses expéditions de pétrole brut, car l'Ukraine complique la production de produits raffinés. Des fournitures sont aussi envoyées vers de petits ports pour éviter les embouteillages dans des terminaux endommagés comme Oust-Luga. Mais ces solutions restent temporaires. L'Ukraine trouve des failles, et chaque frappe accroît la pression. La stratégie de l'Ukraine fonctionne car elle cible les systèmes essentiels à la Russie. Il ne s'agit pas seulement d'explosion, mais de pousser la Russie à dépenser plus, gagner moins et prendre du retard. En ce moment même, c'est exactement ce qui se passe. Les fissures apparaissent et il devient de plus en plus difficile de les cacher. Comme vous pouvez l'imaginer, avec tout ce chaos, Poutine et ses sbires sont en plein contrôle des dégâts. Ils minimisent les pénuries, les disant saisonnières ou accusant les sanctions occidentales. Les médias d'État montrent des ouvriers souriants réparant les raffineries et des soldats avançant. Mais les gens ne sont pas dupes. Ils voient que les longues files d'attente aux stations-service, les pompes vides et la hausse des prix. Des publications de Rostov sur les réseaux sociaux montrent des automobilistes attendant des heures pour faire le plein. Les médias locaux rapportent de nombreuses plaintes sur les retards de livraison, nuisant à la crédibilité du gouvernement. Les rumeurs circulent de vite, surtout en zone rurale où trouver du carburant est plus difficile. L'écart entre discours des responsables et vécu des gens est dangereux et crée de la méfiance. Quand le public ne croit plus au message, le système s'effondre. Ce n'est pas qu'une crise du carburant, mais une lente dégradation affectant tous les secteurs économiques, l'armée et la société russe. La stratégie de l'Ukraine réussit, non par spectacle, mais par sa ténacité. Chaque raffinerie touchée, chaque livraison retardée, chaque rouble perdu, tout cela s'accumule. Plus cela dure, plus la Russie peine à tenir. La stratégie ukrainienne transforme la guerre bien au-delà du champ de bataille. Il ne s'agit plus seulement de repousser ou de défendre, mais de cibler la véritable bouée de sauvetage de la machine de guerre russe. Les lignes de front restent dans une impasse épuisante, mais l'Ukraine a trouvé un avantage en s'attaquant à quelque chose de plus vulnérable, l'économie russe. En attaquant les raffineries et infrastructures énergétiques, l'Ukraine impose à Moscou une lutte longue et paralysante que l'argent ne peut résoudre. L'attaque épuise les ressources, fragilise les chaînes d'approvisionnement et rend la guerre plus coûteuse pour la Russie. L'objectif n'est pas de vaincre la Russie au combat, mais de lui résister plus longtemps par une pression économique continue. Et cela ne change pas seulement la guerre, cela transforme tout l'environnement qui l'entoure. Les effets d'entraînement s'étendent bien au-delà de l'Ukraine et de la Russie. Pour les nations occidentales, ces frappes multiplièrent la force. Les sanctions limitaient déjà les revenus de Moscou, et les attaques ukrainiennes aggravent cela en coupant les sources à leur origine. L'économie russe est encore plus isolée, et les marchés de l'énergie réagissent aussi. Après de fortes frappes sur des raffineries en août, les prix mondiaux du pétrole ont bondi de près de 5%, perturbant les marchés internationaux. Alors que le monde s'adapte, la Russie supporte le plus lourd fardeau et les acheteurs deviennent plus méfiants. Les coûts montent et le pays perd sa capacité à projeter la stabilité. En parlant de fissures et dégâts, cette destruction ciblée nuit à l'économie russe de façon difficilement réparable. Lorsque la production des raffineries baisse, les recettes du gouvernement diminuent aussi. Ce n'est pas une petite entaille. En juillet, les taxes sur le pétrole et le gaz ont baissé de 27% sur un an, à environ 787 milliards de roubles, 98 milliards de dollars. Ce déficit importe lorsqu'il s'agit de financer une guerre, de verser les pensions et d'éviter la frustration publique. Pendant ce temps, la guerre dévore l'argent à un rythme record. Les dépenses de défense de 2025 dépasseront 8% du produit intérieur brut, une charge insoutenable alors que la principale source de revenus diminue. La marge reste importante. Les sanctions avaient déjà coupé la Russie de marchés clés comme l'Europe, où les importations de gaz sont passées de 43% du total en 2021 à seulement 10% en 2023. Avec les dégâts aux infrastructures, la situation empire. La Russie est obligée de vendre plus de pétrole brut au lieu de produits raffinés. Et celle le fait avec d'importantes remises, parfois 20% en dessous des prix du marché. Cela nuit à leurs bénéfices. En plus, à cause des sanctions renforcées et du blocage des routes commerciales, un marché noir du carburant s'est rapidement développé.
Il ne s'agit pas de quelques transactions douteuses, mais d'un système qui maintient certaines parties de l'économie en vie. Des pétroliers naviguent sans traceur, des documents sont falsifiés, et l'argent circule par des canaux secrets. La Russie continue de vendre du pétrole à l'Inde, la Chine et la Turquie, souvent via des routes non officielles. Ces acheteurs bénéficient de grosses réductions, et la Russie reçoit de l'argent liquide sans passer par les contrôles habituels. C'est une solution provisoire, mais aussi un avertissement. Ce type de commerce peut aider la Russie à contourner les sanctions pour l'instant, mais cela nuit au pays d'une manière difficile à réparer. D'abord, cela exclut le gouvernement du circuit. Lorsque le pétrole est vendu hors des registres officiels, les taxes ne sont pas payées. Moins d'argent pour routes, écoles, hôpitaux et retraites, alors que les gouvernements locaux peinent déjà, aggravant la situation. En Sibérie et au Tardistan, les responsables retardent les paiements et réduisent les services. Des écoles ne peuvent se chauffer, et les cliniques manquent de matériel. Des protestations émergent, bien que peu nombreuses. La frustration est réelle, et elle ne cesse de croître. Le marché noir fait également grimper les prix à l'intérieur du pays. Le carburant qui était autrefois abordable se vend maintenant sous le manteau à 2 ou 3 fois le prix normal. Cela touche les habitants, qui en subissent les conséquences, bien plus que d'autres. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais aussi de confiance. Quand les gens cessent de se fier aux systèmes officiels et se tournent vers des systèmes secrets, cela signifie qu'ils ont perdu confiance dans les règles. Une fois la confiance perdue, il est difficile de la regagner. Il existe aussi un risque à long terme, moins visible immédiatement. Lorsque les entreprises légales perdent des clients au marché noir, elles arrêtent d'investir, de moderniser leur matériel et de recruter. Cela freine la croissance et affaiblit l'économie. Le secteur de l'énergie russe était autrefois l'un de ses points forts. Aujourd'hui, avec autant d'échanges qui se font dans l'ombre, il devient instable. Bien que le pays ait gagné 242 milliards d'euros grâce aux exportations de combustibles fossiles l'an dernier, ce montant baisse désormais. Les sanctions limitant les profits, et le marché noir ne pourra pas compenser durablement. L'impact mondial est également important. Les réductions des exportations de pétrole de la Russie en août ont perturbé environ 2% de l'approvisionnement mondial en brut. Cela a causé des problèmes dans des régions comme la Méditerranée, où les routes maritimes ont été bloquées et les prix ont grimpé. Le principal problème est la façon dont cette crise modifie la vision des pays sur l'énergie. De plus en plus de gouvernements investissent dans les énergies renouvelables, alternatives au gaz et meilleures infrastructures. Ils refusent de dépendre d'un système si facilement déstabilisé. Ce changement n'affectera peut-être pas la Russie tout de suite, mais il pourrait réduire la demande et les acheteurs à terme. Même si le marché noir paraît astucieux pour faire circuler l'argent, il mène en fait le pays sur une voie dangereuse. Cela fragilise les services publics, accroît les coûts et réduit la confiance. Cela complique aussi la reprise car les systèmes favorisant la croissance sont écartés. La crise énergétique de la Russie ne concerne pas seulement le pétrole, c'est aussi la façon dont un pays parvient à rester uni lorsque les règles habituelles cessent de fonctionner. Et en ce moment, ces règles sont mises à l'épreuve, plus que jamais. Sur cette note d'impact mondial, les relations internationales de la Russie sont également sous tension. En raison des problèmes d'infrastructures énergétiques, certains partenaires, dont la Chine et l'Inde, cherchent discrètement ailleurs. Les clients diversifient leurs sources et n'attendront pas longtemps si les livraisons restent perturbées. Ils iront ailleurs, peut-être vers l'Arabie Saoudite ou d'autres producteurs. En juillet, les importations chinoises de pétrole russe ont baissé de 5% en raison de la diversification de leurs sources. L'Inde a été plus fidèle, mais même eux ont exprimé des inquiétudes concernant les attaques contre des terminaux comme Ust-Luga. La réputation de la Russie en tant que fournisseur d'énergie fiable est en train d'en prendre un coup, et c'est un problème majeur quand votre économie dépend autant des exportations. Perdre leur confiance risque de faire disparaître les contrats à long terme, réduisant ainsi les revenus, et ce n'est pas qu'une question d'argent. L'influence de la Russie baisse sans l'énergie comme levier, et le rouble en subit aussi les conséquences. La monnaie russe, pourtant soutenue par les ventes d'énergie, s'est constamment affaiblie. En août, elle était tombée à 100 roubles pour $1, soit une baisse de 15% depuis janvier. Cette baisse rend les importations plus coûteuses, fait grimper l'inflation et érode la valeur des économies des Russes ordinaires. Des économistes préviennent que l'inflation pourrait dépasser 12% début 2026 si la tendance continue. Pour les ménages déjà en difficulté, même les courses au supermarché ou les visites à la pharmacie deviennent un rappel de la fragilité de l'économie. Plus l'Ukraine maintient cette campagne longtemps, plus la situation devient dangereuse pour Moscou. Les analystes estiment que si les frappes continuent à ce rythme, jusqu'à 1/3 de la capacité de raffinage de la Russie pourrait être définitivement perdue d'ici la mi-2026.
Cela équivaut à 2 millions de barils par jour. Remplacer ou réparer coûterait des dizaines de milliards de dollars. De l'argent que la Russie n'a pas alors qu'elle puise déjà dans ses réserves. Les pertes s'accumulent rapidement. Rien qu'en juillet, on estime que le gouvernement a perdu 12 milliards de dollars de recettes fiscales à cause des raffineries endommagées. Si la tendance se maintient, le manque à gagner pourrait dépasser 15 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas seulement moins de chars et d'armes, c'est aussi moins d'argent pour les salaires, la santé et les subventions régionales. Les fissures n'apparaîtront pas seulement dans l'économie, elles se manifesteront aussi en politique, alors que les élites et les citoyens ordinaires commenceront à remettre en question la capacité du gouvernement à assurer la stabilité. Bien sûr, la Russie dispose encore de quelques réserves. Les réserves de change, estimées à plus de 600 milliards de dollars en 2025, offrent au gouvernement un répit temporaire. Les exportations de pétrole brut continuent, la Chine et l'Inde achetant encore à prix réduit. En juillet, la Russie a exporté environ 75 millions de barils par jour, survivant malgré la chute des revenus du raffinage. Moscou s'adapte également rapidement, en réorientant les expéditions, en comptant sur la Biélorussie pour les approvisionnements d'urgence, et en trouvant des moyens de maintenir au moins une partie des systèmes en fonctionnement. Ces mesures permettent de gagner du temps, mais elles ne résolvent pas le problème de fond. Les réserves finissent par s'épuiser. La vente de brut était moins rentable que celle des produits raffinés. Chaque solution provisoire nuit à autre chose, comme moderniser l'armée ou investir dans l'énergie sur le long terme. L'Ukraine n'est pas non plus sans ses propres obstacles. Les campagnes de drones sont coûteuses, nécessitant des milliers d'unités et un approvisionnement régulier en composants. Un drone peut coûter seulement quelques milliers de dollars. Mais quand l'Ukraine lance des essaims de dizaines ou centaines de drones, les coûts y montent vite. Les alliés occidentaux soutiennent toujours l'Ukraine, mais leurs ressources sont limitées, tandis que la Russie renforce ses défenses. En août 2025, Moscou a déclaré avoir abattu plus de 200 drones ukrainiens en une semaine, bien que plusieurs soient passés. L'Ukraine réagit avec créativité grâce à des leurres, des raids nocturnes et des vols imprévisibles. Mais l'adaptation est une lutte constante. De plus, les frappes russes sur le réseau électrique ukrainien, accentuant la pression, menaçant le moral ukrainien et ses ressources. Pourtant, malgré ces défis, la guerre économique de l'Ukraine change clairement la donne. Cela démontre que les guerres ne se décident pas uniquement par les mouvements de troupes ou les barrages d'artillerie, mais par la capacité de chaque camp à se soutenir économiquement. En frappant la colonne vertébrale énergétique de la Russie, l'Ukraine a ouvert un nouveau front qui pourrait faire pencher la balance. Chaque raffinerie fermée, chaque pénurie et chaque rouble perdu compliquent le soutien russe à la guerre. Sur la scène mondiale, cette stratégie amplifie l'effet des sanctions occidentales, rendant l'isolement de la Russie encore plus aigu. Les prix du pétrole peuvent grimper, mais ce sont Moscou, pas Kiev, qui subit vraiment les pertes. Où cela nous mène-t-il ? L'Ukraine a fait de cette guerre un bras de fer économique, touchant le centre financier russe à chaque attaque de drone. C'est une stratégie qui prouve qu'il n'est pas nécessaire de gagner chaque bataille pour affaiblir son ennemi. Il suffit de lui couper les vivres, au sens propre comme au figuré. Si l'Ukraine maintient la pression, la machine de guerre russe pourrait commencer à s'essouffler, aussi bien sur le terrain que dans les banques. Grande question, que se passera-t-il si l'économie continue de s'effondrer ? Les dirigeants russes résisteront-ils quand l'argent manquera et que la population demandera du changement ? Tout ce dilemme a été l'une des tactiques les plus créatives qu'a employé l'Ukraine. Elle a fait de la principale arme de la Russie, l'énergie, sa plus grande faiblesse. Ce changement pourrait bouleverser le cours de la guerre.